bonjour à tous. Donc on va commencer la petite prochaine série qui va parler du climat, développement durable et de l'association Énergie 2050. Donc je ne vois pas tous les visages, mais j'imagine que vous êtes déjà passés sur notre pavillon. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, on est pavillon 29, tout à fait au bout, en face de... Je crois que c'est le RUL, ça va ressembler à ça. Voilà. Donc du coup, je crois qu'on va pouvoir commencer. Alors c'est moi qui vais vous passer les slides. Donc je me présente, moi je suis le fondateur de l'association Énergie 2050, qui est une association, on va la présenter un petit peu, travaille sur les questions de développement du climat au niveau français et au niveau international, donc depuis un certain nombre d'années. Et donc après vous avoir présenté un peu l'association, je vous rappellerai un peu les grands enjeux, les grands défis, et puis on va essayer de se concentrer aussi, même si on n'est pas très nombreux, sur les opportunités d'agir. Donc, alors, oui, ça devait être le bas. Donc, Énergie 2050, comme je l'ai dit, travaille sur une approche très transversale du développement qu'on décline au niveau des États et au niveau des entreprises, des universités. Il y a des programmes et des projets et qu'on décline ensuite jusqu'aux citoyens. On verra quelques exemples ensuite. Alors, peut-être juste pour une petite seconde qui dure un film d'1 minute, vous allez voir l'association. Comme ça, si vous regardez les images, je crois que le monsieur là-bas va appuyer. Voilà. Normalement, il y a une musique et qui va vous préciser un petit peu ce que l'on fait en quelques mots. Alors, je ne vois pas si vous voyez bien sur les images. Donc, vous arrivez à lire? Ah non, le son, il n'y en a pas, parce que je vais vous le dire, on a enlevé, c'est une musique, en fait, derrière. Donc, en fait, on est dans une soixantaine de pays actuellement. Et donc, notre vision, c'est de ne pas se laisser aller à ce que l'on appelle les apparentes fatalités et à appliquer des programmes qui sont duplicables et concrets. On a actuellement des projets, alors là, le film date de quelques mois. Maintenant, on a des projets dans plus d'une quarantaine de pays. On fait partie des ONG qui ne sont pas financées par du public. Notre financement vient essentiellement de dons, de programmes européens, de programmes bilatéraux, de programmes sur des institutions internationales, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la francophonie, le programme des Nations Unies pour l'environnement, et puis d'autres bailleurs bilatéraux. Et pour finir sur cette approche un petit peu de la vision de l'ONG, on travaille sur quasi l'intégralité des sujets, en complémentarité et en complicité avec des réseaux d'experts et des réseaux d'ONG dans quasiment le monde entier. D'accord, donc là, vous pourrez regarder et à la fin, vous verrez, en parallèle à mon discours, vous verrez un film concret sur un projet au Sénégal, Mauritanie, sur la chaîne de valeur lait. Et vous verrez que l'énergie n'est qu'un point d'accès pour créer des effets ricochets de dynamique, à la fois changement climatique et de développement durable. Alors, très rapidement, pour continuer, dans notre mode de fonctionnement, puisque c'est un peu l'introduction qui est quand même importante, pour une fois que vous entendez parler d'Énergie 1050, qui a son siège dans le 06 pour information et qui travaille aussi au niveau local, mais qui est évidemment beaucoup plus centré sur les grands enjeux globaux. Et donc les citoyens d'ici nous connaissent assez peu, même si on a déjà fait des programmes avec les différentes villes de la région PACA ou autres, mais c'est comme ça. Donc on fait des conférences, des ateliers. Alors par exemple, on participe aux différentes conférences climat, on participe à l'agenda 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable, on participe au MEDCOP, donc on est toujours des partenaires, on est observateur accrédité dans la quasi-intégralité des grandes institutions, dont la Convention climat. On publie des rapports, des dossiers de recherche avec différentes institutions qui sont souvent des références, dont le guide des négociations, par exemple, que je vous montre là. Donc c'est le guide qui sert aux négociateurs au niveau international pour faire le décryptage des négociations. Le bailleur, dans ce cadre-là, c'est la francophonie, 84 pays, mais on le décline en anglais, en espagnol ou dans les autres langues. Et là, on le fait encore cette année pour Katowice, la COP 24, dont vous avez tous entendu parler. Alors, pour montrer qu'on fait aussi des choses qui, des fois, interfèrent avec le local, on avait fait ici une immense manifestation avec une université d'été sur ces enjeux, ville, territoire, bâtiment, climat, à Nice en 2015. On avait eu à peu près une trentaine de nationalités. On a beaucoup de programmes et de projets, je vous l'ai dit, donc qui se placent, par exemple, si vous prenez en bas GIREX et Resource Efficient Cities, donc c'est pour des villes sobres en ressources. Vous avez des projets sur la mobilité, on a un projet sur la mobilité douce ici, en région PACA. On a des projets sur l'eau, sur l'accès à l'éducation, sur l'environnement, des accès aussi des calculateurs carbone, par exemple. Si vous regardez à gauche en bas, éthique carbone, c'est des outils pour permettre, une fois que vous avez votre empreinte carbone, de vous lancer dans des démarches d'éthique, pas de solidarité, parce qu'on n'aime pas ce mot, mais d'éthique, qui veut dire que vous pouvez aller sur des marchés de carbone qui correspondent à des engagements pris par les États et ou les entreprises, mais aussi le citoyen. Et dans ce cas-là, ça nous aide à mettre en place des projets d'adaptation, l'adaptation étant la manière de prendre en compte la contrainte climatique, donc des projets d'adaptation, là où c'est nécessaire, et en particulier sur des populations vulnérables dans les pays dits en développement. Alors là, c'est un petit exemple du calculateur. On va arriver un peu aux enjeux climat derrière. Donc là, vous calculez votre empreinte, et puis derrière, vous avez différentes options pour agir.
Alors, maintenant, une fois que je vous ai un petit peu raconté ça, donc vous vous doutez que c'est un puzzle un peu compliqué, puisque du coup, on travaille avec une espèce de géométrie variable de partenaires. Les questions climatiques, puisque aujourd'hui, c'est redevenu un petit peu un sujet d'actualité avec l'émotion qu'il y a eu il y a quelques jours par rapport à des événements dits politiques, pour lesquels, très clairement, on n'est pas obligatoirement dans la même dynamique, même si on comprend l'émotion que cela peut susciter. Parce que pourquoi ça marche relativement peu, les questions climatiques, c'est que très clairement, on est en train de négocier avec 195 États qui ont tous, de manière à peu près évidente, des intérêts contradictoires, tout en souffrant et en ayant les conséquences dès aujourd'hui déjà des questions climatiques de manière plus ou moins prononcée. Donc si vous imaginez dans vos entreprises, dans vos métiers, dès lors que vous touchez à des collectivités, à des territoires, voire même au niveau national, à gérer ce multi-acteur, ni plus ni moins, on arrive au niveau de la décision politique globale sur les questions climatiques à ce que l'on appelle le plus petit dénominateur commun. Ça veut dire que même si tout le monde est au courant de la réalité de l'urgence à agir, et bien évidemment l'action politique prend un certain temps. Donc dès lors que l'on se passe dans le cadre des Nations Unies, nous sommes nous-mêmes observateurs, nous sommes négociateurs, on a accompagné des pays à mettre leur soumission dans le cadre de l'accord de Paris, mais très clairement dès lors que l'on rentre dans la mise en œuvre, et bien évidemment on est confronté à la réalité du monde, avec des oppositions réelles, des oppositions pas simplement idéologiques, mais aussi économiques, des oppositions sociales, et même le citoyen qui, souvent au-delà de l'émotion, n'est pas enclin, très clairement, à transformer ses modes de consommation et de production, tout bêtement, par rapport à des réalités personnelles ou des réalités de son environnement, parce qu'il ne connaît pas l'environnement du voisin, et que dès lors, imaginer une action dite de solidarité, mais qui pourrait avoir un ricochet sur son mode de vie positif et ou négatif, vous imaginez bien que la même schizophrénie des 195 États partis, vous la retrouvez au niveau des 7 milliards d'individus, et c'est vraiment très chaud. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à ces questions climatiques, on est quand même confronté à une réalité, c'est que depuis des décennies, et moi ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets, j'ai été aussi expert au GIEC ou autre, très clairement, la science ne fait que nous alerter de manière répétitive. Et de manière de plus en plus sérieuse. Petite nouveauté depuis l'accord de Paris, le GIEC, que vous connaissez tous j'imagine, le groupement intergouvernemental sur les experts du changement climatique, qui produit la synthèse de la connaissance scientifique sur le sujet, est devenu un organe consultatif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ce qui fait qu'on va avoir à la fin du mois de novembre le premier rapport du GIEC que la Convention climat va devoir prendre en compte. Et très clairement aujourd'hui, même si on continue à nous raconter des histoires sur les 1,5 degrés, voire 2 degrés, on est sur une trajectoire réelle de 3,5 à 4,5 degrés. Ce qui fait que dans nos scénarios les plus complexes en termes de modélisation des conséquences du changement climatique, très clairement, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Et la trajectoire sur laquelle on se dirige, je mets entre guillemets les mots du GIEC, du dernier rapport, on est sur des potentiels processus irréversibles, cataclysmiques, et catastrophique. Je ferme les guillemets. Donc, pour dire que c'est un processus scientifique qu'on connaît, qu'on maîtrise, des gens comme moi, comme d'autres, sur l'intégralité des sujets, des composantes, on a les mains dans le cambouis tous les jours, et pour beaucoup de pays, déjà, ils voient les conséquences. Nous commençons à voir les aléas climatiques chez nous, des phénomènes extrêmes de climat, d'inondation ou autres, sachant que, et là je tiens à le préciser pour vous tous, le climat à l'origine n'était pas un problème. Le climat, maintenant que nous avons laissé se dérégler la machine climatique, puisqu'on n'a pas accepté les différents protocoles précédents, comme le protocole de Kyoto ou d'autres, on est rentré sur une trajectoire extrêmement compliquée. Et donc le climat est devenu à part entière un problème, mais il exacerbe des problématiques non gérées. En clair, vous avez mal géré un étalement urbain, votre problématique climatique devient particulièrement critique. Vous avez mal géré votre développement de transport, de bâtiments, agriculture ou autre, vous exacerbez des problématiques. Donc c'est pour ça que ça devient bien plus complexe, et c'est pour ça qu'on revient à notre vision à nous, Énergie 1050. On travaille sur ces sujets transversaux, qu'on décline sectoriellement sur l'intégralité des thématiques en composition et en complicité avec des organismes, société civile, universités, instituts de recherche, État parfois, entreprises si besoin est, et à un moment donné, on décline des projets qui répondent à tout ce puzzle, parce que c'est un puzzle qui est devenu extrêmement complexe. Alors, pour continuer sur les questions climatiques globales, donc la science, on n'est plus dans un débat d'explication, de pédagogie, on est à peu près sûr à 99% que le dérèglement climatique est dû aux émissions anthropiques. Vous me direz tous qu'il y a aussi un dérèglement climatique historique que l'on appelle une pseudo-période d'aléas climatiques, mais qui n'est pas du tout sujette à la réalité que nous subissons, c'est-à-dire les événements extrêmes et les modifications globales que nous subissons au quotidien. Donc une fois qu'on a dit ça, ça se passe bien sûr au sud. Alors au sud, j'ai envie de dire, c'est un peu les parents pauvres de l'histoire, parce que si on croit ça avec le développement, ça fait partie des pays qui ont fait partie des moins émetteurs et qui se retrouvent les plus vulnérables. Alors je sais qu'il y a les nouveaux entrants, les pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil, mais aujourd'hui vous seriez très surpris de savoir que c'est parmi les pays les plus engagés, pour plein de raisons,
qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, environnementales, ils sont engagés parce que le climat va être aussi un business de la vertu, parce que ce business de la vertu, contrairement à beaucoup de laisser-aller qu'on nous explique dans les médias ou autres, ça crée de la performance économique, sociale et environnementale. Et aujourd'hui, la plupart des technologies qui créent de la vertu en termes de climat et ou de développement sont des technologies et ou des processus de mise en œuvre qui créent de la valeur. Donc on n'est plus du tout dans un monde de bisounours, de plaidoyer. Nous, Énergie 1050, nous ne faisons pas de plaidoyer. On utilise un mot qui s'appelle témoigner des possibles, parce qu'il y a des pépites qui marchent quasi partout, sur quasi tous les sujets. On doit juste être maintenant des grands organisateurs de ces pépites pour les combiner, parce qu'on sait faire. On sait rendre des territoires zéro carbone, on sait rendre des territoires à énergie positive, on sait rendre des cercles vertueux d'économie qui peuvent créer de la valeur, de l'emploi ou autre, et ça marche quasi partout, que vous soyez au sud ou au nord. Donc on n'est plus dans un plaidoyer, on devrait être dans le processus de démultiplication. Et c'est donc un peu dommage quand on revient sur du plaidoyer sur ces sujets, parce qu'on repart 15 ans en arrière, l'émotion n'est plus le bon vecteur, on est dans un monde de transition sur lequel il y a les moyens d'agir. Donc je continue sur ces sujets-là, je fais le lien avec les objectifs de développement durable. Alors, je ne sais pas le degré de connaissance, bien évidemment, de chacun d'entre vous dans la salle, mais pour le coup, il y a plusieurs agendas. Et là aussi, il y a une grosse confusion qui se passe lorsque l'on voit des confusions un petit peu dans les médias ou avec beaucoup d'émotions. C'est qu'en fait, c'est des agendas qui sont des agendas parallèles, mais qui se complètent. Clairement, il y a un gros agenda aujourd'hui qui pourrait être le développement partagé, sobre en carbone. Ce serait le bon mot. Mais néanmoins, au niveau des négociations, les gens qui négocient sur le climat ne sont pas les mêmes qui négocient sur les objectifs de développement durable. Les gens qui négocient sur l'agenda du financement international pour le développement ne sont pas les mêmes. Et donc vous avez aussi là aussi une foultitude de structures qui dépendent la plupart du temps des États, mais pas que. Les acteurs non étatiques de plus en plus ont de poids dans les négociations, même s'ils ne négocient pas, parce que comme les États ont un temps élastique, vous l'avez compris, de la négociation, qui n'est pas le temps de l'urgence, quand vous avez une décision qui va prendre 5 ans à arriver à une mise en œuvre de l'accord de Paris, vous imaginez bien que pendant ce temps, il y a des choses qui se passent. Il y a d'autres acteurs économiques, des forces vives, la société civile, des gens comme nous ou d'autres, évidemment les collectivités qui agissent. Donc les objectifs de développement durable, il y en a 17, chaque pays peut les décliner. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans les deux agendas, c'est le même au niveau de tous les pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez au fin fond du Zimbabwe, du Maroc, de Chine, de France, de Suède, c'est le même agenda. Ça, c'est formidable. C'est depuis l'accord de Paris, il faut l'avouer, mais c'est né dans la douleur. Ce processus, pourquoi? Avant l'accord de Paris, vous vous souvenez, il y avait les émetteurs historiques et les non-émetteurs. Et les émetteurs devaient réduire leurs émissions de manière significative dans la durée. Les non-émetteurs devaient, par les processus d'échange, de coopération, diminuer leur développement en termes d'émissions, tout en développant de manière économique et durable leurs économies, leurs sociétés, pour avoir un point de convergence qui collectivement diminue les émissions carbone. D'accord? Mais le problème, c'est qu'évidemment, les émetteurs n'ont pas réduit, ils ont augmenté. Vous êtes tous au courant que d'année en année, on a des records d'émissions. Et les pays en développement non plus n'ont pas pu prendre cette trajectoire pour plein de raisons de non-financement, de non-assistance technique, de problèmes de technologie. Et eux aussi ont explosé. Donc c'est pour ça qu'on est dans une trajectoire très compliquée. Au niveau des ODD, les objectifs de développement durable, même principe. À l'époque, on parlait des objectifs du millénaire, qui étaient d'éradiquer la pauvreté. Ça n'a pas marché. Ça devait être pour 2025, 2015, il y avait des étapes. On s'est retrouvé dans un scénario où, même si ponctuellement, il y a des poches d'amélioration, globalement, effectivement, vous connaissez les inégalités, la répartition des ressources, la rareté des ressources, les ressources finies qui diminuent, population qui augmente. Évidemment, il y a une équation qui n'est pas bonne, répartition des richesses qui n'est pas équilibrée, mais vous avez des zones d'explosion, des zones de problématiques alimentaires ou autres, et tout ça, évidemment, vous le croisez avec l'agenda climat, vous le croisez avec l'agenda économique, vous avez des zones effectivement très compliquées sur lesquelles on a besoin de talents. Alors, j'ai envie de dire comme Énergie 1050, puisqu'on fait des projets dans 60 pays, et très clairement comme d'autres, qui doivent combiner leurs efforts, c'est ce qu'on fait, des coalitions, pour mettre en œuvre des projets. Alors, sur les ODD comme les autres, vous avez bien compris que le processus n'a pas été linéaire. Et on arrive progressivement à créer des processus qui sont de plus en plus complexes pour essayer finalement de redonner des dynamiques collectives. Alors, peut-être la grande nouveauté, je ne vais pas passer dans l'historique parce que je n'ai pas beaucoup de temps, la grande nouveauté depuis l'accord de Paris, c'est que, alors en fait, ça remonte à bien avant Paris, vous l'avez compris, puisque pour arriver à l'accord de Paris, on a commencé à Durban en 2011 à travailler sur la suite du protocole de Kyoto qui n'avait pas marché. C'était de dire, on va demander aux pays ce qu'ils sont prêts à faire. Et là, du coup, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a progressivement demandé, et c'est ce qui s'est passé à Paris, les pays sont arrivés avec leur feuille de route, qui est le véritable plan d'action de ce qu'ils se proposent de faire pour changer le climat et pour changer les trajectoires de développement durable de nos sociétés, vous l'avez compris, pour une zone de convergence. Là où il y a un problème, c'est que les pays ont rendu tous leurs copies. Nous-mêmes, Énergie 2050, on a fait 7 contributions nationales.
On a piloté celle du Togo, celle des Samoa, on a travaillé sur le Sénégal. Donc on avait les mains dans le cambouis avec les pays. Mais si vous additionnez aujourd'hui toutes les contributions des États, et donc là c'est le processus à droite, les États donc, ont fait un processus ascendant, ils ont regardé toutes les forces vives, tous les projets, toutes les dynamiques, toutes les envies d'agir, les possibilités d'agir, les besoins en financement, la capacité, et ils ont dit, voilà ce que je peux réduire. Donc l'Europe l'a fait, mais tout le monde l'a fait. Je prends l'exemple du Maroc. Le Maroc a décidé, sur une base volontaire, de réduire en 2030, puisque le calcul de ces périodes-là, c'est 2020-2030, de réduire par rapport à sa trajectoire de développement business as usual, de 32% ses émissions de gaz à effet de serre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est colossal. C'est un pays en transition, donc c'est colossal. La Mauritanie, par exemple, a aujourd'hui dans son mix énergétique, sans financement extérieur, 30% de pénétration des énergies renouvelables. C'est des chiffres qui devraient nous faire rêver, si vous voulez regarder notre situation. Et ils vont arriver en 2030 à 50%. Donc pour dire que les pépites marchent, on peut faire, et on a plein de processus qui peuvent les démultiplier. C'est notre travail, mais il y en a plein qui le font aussi. Donc pour vous dire que depuis Paris, on a fait l'ascendance. Si maintenant vous croisez ce que je vous ai dit sur la science, sur les ODD, sur les résultats de Paris, eh ben le résultat de l'accord de Paris, c'est qu'on manque d'ambition. Ça veut dire que vous faites l'addition des contributions des États. Là aussi, on est sur une trajectoire 4,5, 3,5 à 4,5 degrés. Aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'on va se retrouver à Katowice, la COP24, au mois de décembre, et on est en train de travailler sur la mise en œuvre de l'accord de Paris, tout en ayant ensemble et en parallèle un processus pour dire on va devoir augmenter l'ambition. Sauf que, dans le cadre onusien, nous n'avons pas de pilote. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une impulsion politique, c'est que les pays font ce qu'ils veulent. En clair, aujourd'hui, il y a un déficit d'ambition. Et paradoxalement, et je vous le dis, et nous on a les mains dans le cambouis en France comme à l'étranger, aujourd'hui, il y a fort à parier que les économies en transition, les pays en développement vont tenir leurs engagements et que les économies développées ne vont pas les tenir. Et ne me parlez pas ni de Trump ni d'autres, parce qu'il y a plein de pays qui disent qu'ils les tiennent, ils ne les tiennent pas. Trump, c'est au niveau fédéral, ça n'a aucun sens pour les États-Unis, c'est une espèce de farce, puisque les régions, les États, vont tenir l'engagement collectif des États-Unis. Donc, on voyait bien que c'est des géométries complexes, mais pour le coup, il y a des bons, des méchants, mais il y en a un peu partout. Donc tout ça pour dire que c'est plus complexe qu'on l'imagine et qu'aujourd'hui, on doit à tout prix chercher à démultiplier les opportunités d'agir, parce qu'on voit bien que le scénario est quand même assez compliqué. Alors, on le continue, on est dans un dialogue très complexe. Aujourd'hui, les options pour des acteurs comme nous ou comme d'autres, dans ce qu'on appelle les acteurs non étatiques, nous ne sommes pas partie négociatrice, mais aujourd'hui, des gens comme nous, par exemple, on travaille avec Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, qui gèrent l'intégralité des villes africaines. Alors pourquoi ça va être très important de travailler avec ces acteurs-là ? Je vais vous donner juste deux chiffres pour que vous compreniez dans le monde réel dans lequel on est. Aujourd'hui, 530 millions d'urbains en Afrique. Dans 20 ans, 2 milliards d'urbains en Afrique. Et ce n'est pas une question simplement de démographie, c'est juste une question de territoire, de développement, d'économie. Mais l'air de rien, je vais vous le traduire maintenant différemment. Ça veut dire qu'il va y avoir 40 000 nouveaux urbains par jour. Ça veut dire qu'on va se retrouver à avoir, dans la plupart des pays, ça veut dire qu'on va avoir un besoin de construction juste colossal. Maintenant, imaginez, je construis des bâtiments qui ne sont pas sobres en énergie, qui demandent des besoins de rafraîchissement supplémentaires, qui demandent des besoins sanitaires, voire des besoins de chauffage dans certains pays. C'est le même processus chez nous. Je prends un exemple, je pourrais le prendre ici, c'est pareil. Je bloque un horizon énergétique sur 50 ans. Le temps de rénovation dans des pays dits en transition ou en économie en développement, c'est 50 à 70 ans. Maintenant, je me trompe sur un aménagement urbain. Puisque nous, on a des outils de planification en France. Dans beaucoup de pays, la décentralisation n'existe pas. Et encore même en France, je peux vous assurer qu'il y a énormément de problèmes sur ces sujets quand on va sur le territoire. Et bien là, vous regardez, vous avez 50, 70, voire plus de temps possible de transformation d'un aménagement mal conçu. Et vous imaginez chaque fois les boulets carbone qu'on va se retrouver. Donc là, on est face à des enjeux qui plaident pour une urgence à agir, des enjeux scientifiques qui nous rappellent toutes les 30 secondes qu'il faut y aller, et à côté de ça, un processus politique qui effectivement est relativement long, tout bêtement parce qu'on négocie à 195 États partis. Donc là, pourquoi on bosse avec Cités, gouvernements locaux unis d'Afrique, c'est un de nos partenaires. Sur notre site, vous aurez énormément de documents, par exemple sur ce sujet-là, qui parlent de comment on va territorialiser les objectifs nationaux. Oui, c'est très important ça. Comment je vais les territorialiser, les rendre opérationnels via des dossiers concrets, des projets duplicables. Et vous voyez bien le type de niveau d'échelle et d'enjeu sur lequel on se retrouve confronté. Parce que là, il y a des calendriers qui vont très vite. Et bien là, par exemple, avec eux, on est en train de former l'intégralité des directeurs des services techniques des villes africaines pour qu'ils prennent en compte des approches de projets qui vont développer des programmes sobres en carbone. Ces projets, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils ne doivent pas être faits que sur un principe de solidarité qui est déficitaire. Nous n'avons même pas l'argent prévu pour l'aide au développement depuis des années, puisque nos économies ont prévu 7% de contribution de notre PIB au développement, et on n'est même pas à 2 et quelques pourcents.
Premier point. L'aide prévue dans le cadre des financements dits carbone et climat, là aussi, vous avez tous entendu parler du Fonds vert pour le climat ou d'autres outils, on est très largement en dessous des objectifs que nous avons fixés et nous ne parlons que de réduire les émissions. Si vous prenez en compte les besoins d'adaptation, je fais une petite parenthèse, besoin d'adaptation, c'est comment nous allons absorber la contrainte climatique dans nos environnements quotidiens. Vous avez entendu en France, par exemple, 1 degré de température en plus, c'est 10 à 25% de production agricole en moins. Faites le calcul, 4 degrés en plus, vous avez juste un joyeux jackpot. Donc on est véritablement dans des problématiques que tout le monde connaît. La science n'a plus de débat sur le sujet. On avance tous les jours en créant de la nouvelle science, même nous, puisqu'on travaille sur ces sujets depuis un certain nombre d'années, mais dans des concrets, dans du terrain, sur des projets, bâtiments, énergie, villes ou autres. Donc je reviens avec ces villes. Quand on travaille avec eux, on essaie de voir comment les villes, qui ne sont pas des États négociateurs, c'est pareil chez nous, nos villes ne sont pas négociatrices, même des grandes villes comme Paris ou autres, elles ont d'autres réseaux d'influence et d'action, mais elles ne négocient pas ni dans les ODD, le développement durable, ni dans le climat. Ce n'est pas le mandat, c'est un mandat d'État. Donc là, on travaille avec des villes pour que ces gens-là rendent des projets, et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, un projet qui aujourd'hui est sobre en carbone, qui crée une valeur environnementale, des flux de ressources maîtrisés, c'est un projet qui a une rentabilité économique intrinsèque. C'est ça, l'espèce de farce qu'on ne vous explique pas, qu'on ne nous explique pas suffisamment. Je fais juste une petite parenthèse, la France. Quand on continue à nous faire des modèles énergétiques qui coûtent plus que des modèles alternatifs qui sont sobres en carbone, on est dans une espèce d'imbécilité économique. Je ne parle même pas d'émotion environnementale. Au niveau économique aujourd'hui, nous avons des énergies alternatives qui sont à parité réseau. C'est-à-dire qu'elles coûtent moins cher que les énergies subventionnées, fossiles ou autres, et elles sont déjà injectées sur le réseau. Il y a des pays comme le Maroc, je vous ai donné l'exemple de la Mauritanie, qui injectent massivement sur le réseau et qui ont des coûts de production du kilowattheure électrique rendu moins chers que nos coûts de production à nous, qui subventionnaient notre énergie. Cherchez juste l'équation et l'erreur. D'accord ? Donc, attention à l'émotion. Nous, on est dans le monde réel, dans le cambouis, tous les jours, qu'on travaille des États, qu'avec des villes, des entreprises, des citoyens. Donc, pour finir, pour la mobilisation, évidemment, tout ce que l'on fait, ceux qui viendront sur notre pavillon, vous le verrez, on publie énormément de documents de recherche, on est dans plein de projets européens, des Horizons 2020, des projets de recherche, des Interreg, on en a un sur la région Méditerranée, on en a aussi sur des projets Erasmus, on a des projets avec différentes institutions internationales et nationales, mais chaque fois que l'on fait un document de ce niveau-là, on le traduit pour le citoyen. Nous faisons depuis 5 ans le guide des négociations climat, je vous en ai parlé tout à l'heure, on a le même pour les citoyens. Parce que le citoyen aujourd'hui, souvent, il pêche par non-compréhension du sujet. On en parle en raccourci, et si vous lisez le guide des négociations, le vrai, vous allez être perdu, c'est normal. Comme moi, si je lis vos métiers, j'ai fort à parier que sur la plupart de vos métiers, je serai perdu. Et pourtant, c'est des sujets d'intérêt généraux. Donc nous, à Énergie 1050, on traduit chaque fois les sujets, les ODD, on les traduit pour le citoyen, et ainsi de suite, pour que les personnes puissent se réapproprier ces sujets et qu'ils comprennent, même dans les différents métiers qu'ils exercent, les opportunités d'agir. Dernière chose pour la mobilisation citoyenne, je demande juste au monsieur combien de temps il me reste. Voilà, alors juste, ça quasiment parfait, parce que j'ai oublié de mettre mon chronomètre en marche. Bon. Donc juste pour que... Alors du coup, si vous pouvez lancer le film pendant que je termine, ça c'est un projet, juste un tout petit mot pour vous dire, pour le dire les projets concrets. Alors j'aurais pu en prendre un en Europe, en France, en région PACA. Ça par exemple, c'est au Sénégal-Mauritanie. Sénégal-Mauritanie produit énormément de lait par des populations qui sont réparties sur le territoire. Pas de capacité de stocker et de valoriser le lait. Ils jettent 16 millions de litres de lait par an pour des problèmes de chaîne de valeur. Là, un projet, des micro-plateformes. Alors l'image n'est pas belle, j'en suis même désolé. C'est pas grave. Elle n'a pas l'air de marcher. Bon, vous la verrez sur notre site, c'est sur notre YouTube, sur ce que vous voulez. Là, par exemple, l'idée, on a mis des mini-centrales avec un programme de la Commission européenne, le gouvernement mauritanien, le gouvernement sénégalais et des partenaires d'associatifs qui sont assez costauds dans ces pays, des mini-plateformes. Là, l'idée n'est pas de créer, comme on dit d'habitude, donner l'accès à l'énergie, non, c'est beaucoup plus intelligent. L'idée est de dire, on va permettre à ces populations de collecter le lait qui est fait dans des zones extrêmement où il y a de la transhumance, où il y a des populations fragiles. Et là, on ne va pas simplement dire on donne de l'énergie, non, on va transformer pasteuriser le lait pour qu'il puisse être transporté. Une fois qu'il est transporté, on le récupère au niveau région, et là, il est transformé pour faire qu'il est créé localement du lait en poudre qui va venir en diminution de l'importation de lait en poudre. D'accord ? Donc là, vous avez créé de la chaîne de valeur parce que ce sont des populations qui créent l'emploi local, la collecte, qui le valorisent, qui le transforment. Si vous regardez le film sur notre site, vous verrez, ce n'est que des populations locales, d'accord, dans des endroits complètement perdus. Et je peux vous assurer que là-bas, pour trouver du boulot, on est un peu dans la science-fiction. La chaîne de valeur est créée,
ça commence à faire du lait qui est vendu nationalement, et ils pensent exporter sur le reste de l'Afrique. Ça commence à faire du fromage, ça commence à faire aussi, on a rééquilibré une chaîne de valeur. Donc là, vous voyez que dans notre vision, ça, c'est des opportunités d'agir. Des microcentrales qui vont nous créer une chaîne de valeur énorme, ça s'appelle créer de la valeur. Et dans tous les projets, on peut le témoigner. Dernière chose, pour le citoyen, au-delà de tout ce que je viens de vous expliquer, on a aussi essayé d'associer le citoyen à nos dynamiques. Sans financement, parce que je le rappelle, nous n'avons pas de financement public, donc on est un peu en surchauffe tout le temps. On a besoin de membres, de dons, de bénévoles, on cherche des projets, on en monte, on en soumet. On a des vies un peu compliquées, mais vous avez compris qu'on y croit un peu. Moi, ça fait 56 ans, ça fait 30 ans que je suis sur le terrain, et je peux vous assurer qu'on a besoin d'aller et de comprendre, d'avoir des gens qui peuvent intégrer des complexités dans des projets simples qu'on peut dupliquer. Donc là, par exemple, on a créé une initiative artistique dès le début d'Énergie 2050, qui est un vieux think tank, parce que vous avez compris qu'Énergie 2050 ne bosse pas que sur l'énergie, c'était les énergies humaines de la transition, bon, voilà, même si on bosse bien sûr sur l'énergie. Donc là, on a créé une initiative citoyenne et artistique qui est très simple. Chaque année, comme on a la capacité, nous, d'aller dans ces grandes instances, on fait une exposition citoyenne. L'année dernière, il y avait 42 pavillons à la conférence de Bonn, vous vous souvenez, la COP23. Par chance, c'est nos partenaires qui ont pu avoir le pavillon. Nous, on l'a eu, ils nous l'ont donné. On a eu un pavillon de 100 mètres carrés. On était un des 42 pavillons. Alors, je peux vous dire, c'est impressionnant. La France avait un pavillon de 150 mètres carrés, on avait un pavillon de 100 mètres carrés, et on était à 50 mètres de eux. On y avait la Chine à côté, le Brésil. Donc, même nous, on était un peu surpris. Allez sur notre site, vous verrez, on a fait 70 événements dessus. Et là, notre initiative artistique, on expose. On demande aux citoyens et aux artistes, mais qui peuvent être ou non artistes, parce que nous considérons que chacun, quand on rentre à la maison, on a une part d'expertise dans nos métiers, mais on redevient des citoyens le soir chez nous, normalement, on ne devrait pas l'oublier, malgré nos spécificités de professionnels. Et pareil pour l'art, quelqu'un qui va avoir une émotion sur un sujet qui peut être sur des vecteurs de transition, quelque part, si c'est un artiste, c'est bien, mais quand on prend une photo et qu'on est un citoyen, qu'on a de l'émotion derrière, ça peut devenir aussi une contribution artistique à un débat global. Là, on fait une exposition, et là, on a essayé de le lancer depuis plusieurs années, on commence à y arriver. Il y a des artistes qui commencent à donner leurs œuvres. Ces œuvres-là, on va en faire une vente aux enchères pour financer intégralement des projets de développement dans les pays du Sud. D'adaptation, vous avez compris maintenant le mot. Donc voilà le genre de choses. Donc regardez, c'est encore ouvert bien sûr, c'est ouvert tout le temps. Cette année, le sujet, c'est climat, développement, solidarité, 7 milliards d'individus, 7 milliards de solutions. L'année dernière, c'était sur l'art du collectif, la migration. C'est un sujet beaucoup plus lourd et je peux vous dire que malgré la réalité sur laquelle on est confronté, qui n'est pas celle qu'on nous raconte dans les médias, les gens qui viennent ici, aujourd'hui il y a beaucoup de migrants économiques certes, mais aujourd'hui on a plus de 200 millions de migrants climatiques qui restent souvent entre pays du Sud, et on parle d'ici à 2050 à passer à 1 milliard de migrants climatiques. Ce n'est pas ceux de conflits ou de ressources ou d'économies, de migrants climatiques. Donc vous voyez bien que nos sociétés doivent quand même se questionner sur leur devenir collectif et commencer à regarder avec une attention toute spécifique et particulière les solutions qui permettent, je ne dis pas de transformer, mais à minima d'amortir, voire même, nous l'espérons, d'infléchir les trajectoires de développement tout en ayant des richesses partagées, parce que là, pour le coup, avec les types de solutions dont je vous ai parlé, vous imaginez bien qu'il y a un bouquet de solutions qui est phénoménal, et là, vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui se passe sur le terrain. Nous, à Énergie 1050, on appelle ça les pépites. Sauf qu'aujourd'hui, les pépites, les gens ne les mettent pas en collier. Et effectivement, on doit arriver à ce point pour les démultiplier, parce que véritablement, il y a une rationalité, et c'est quasiment la seule manière qu'on pourra avoir de transformer ces trajectoires pour un mieux vivre collectif. J'espère ne pas avoir dépassé le temps. Ah ben, je suis désolé. Et je vous remercie. Je vais vous donner des petites plaquettes de la sauce si vous voulez. Et puis ceux qui veulent nous retrouver sur le pavillon, vous êtes très largement les bienvenus. Merci beaucoup.